la majorité du peuple. Brigitte Kafoui, Adjamakbo Johnson. Au menu de rétrocès de ce jour, l'incendie au marché d'Agoué Assiyeye, les préparatifs pour les prochaines élections, notamment les questions relatives au découpage électoral au nombre de députés. L'autorisation donnée par le pape François aux prêtres de bénir hors liturgie les couples homosexuels et, si le temps le permet, un ou deux sujets de l'actualité internationale de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la 96.3. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook en tapant sur le clavier de votre ordinateur ou de votre téléphone Android victoirefm.com. Bonjour Madame Adjamakbo Johnson. Bonjour Monsieur Delabo. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Nous allons ouvrir cette émission avec le drame survenu au marché d'Agoué Assiyeye jeudi dernier. Le rappel de l'incendie qui a plongé les commerçantes et les commerçants de cet établissement commercial dans un grand désarroi avec Hervé Essay. Grande détresse dans les rangs des commerçantes et commerçants du marché d'Agoué Assiyeye. En effet, ce lieu de transaction commerciale a été ravagé dans la nuit de jeudi par un violent incendie. Pour l'heure, on ignore les causes de ce sinistre qui aurait causé d'importants dégâts. Des étalages, des marchandises ainsi que plusieurs structures de marché ont été réduits en cendres par les flammes. L'intensité du feu, combinée aux conditions météorologiques en cette période d'harmattan, caractérisée par des vents secs, n'a pas favorisé la tâche aux sapeurs-pompiers arrivés sur les lieux. Inconsolables sont donc les hommes et femmes qui mènent leurs activités dans cet établissement commercial. Ceci d'autant plus que la plupart affirment avoir contracté des prêts pour mettre sur pied leur commerce. Et pour ne rien arranger, le sinistre intervient à quelques jours des fêtes de fin d'année où ces commerçants et commerçants réalisent l'essentiel de leur chiffre d'affaires sur une année. Ma maman vend les chaussures, les sacs et tout. Tout est brûlé. Dans la maison même, tous nous n'arrivons pas même à manger même. C'est triste quoi, c'est triste, ça me dépasse. Nous supplions le gouvernement de nous assister encore une fois comme il a l'habitude de le faire. Alors nous devons ces courtes interviews à nos confrères de la TVT que je remercie ici. Madame Adjamakbo Johnson, alors voilà ce qui s'est encore passé, cet incendie-là au marché d'Agoué Assiyeye dans la nuit de jeudi dernier, plongeant dans la désolation et dans une grande détresse les commerçantes et commerçants qui y exercent leur activité. Alors une réaction rapidement à ce drame, même si on ne déplore aucune victime. Ma première réaction, c'est d'exprimer à toutes ces femmes, parce qu'en majorité, ce marché est animé par des femmes, de leur exprimer toute ma compassion. Je l'ai fait parce que nous étions en tournée politique à l'intérieur du pays et j'aimerais bien que nous puissions en parler aussi, si vous le voulez. Et lorsque la nouvelle est arrivée, ma première réaction, pendant que j'étais en voiture, c'était de dire non, il faut quand même sortir rapidement un petit texte et dire toute notre compassion à ces femmes. Mais nous indigner aussi de ce qui arrive et rappeler ceux qui ont la responsabilité de faire en sorte en amont que ce genre de choses n'arrivent pas. Et ceux qui doivent prendre des mesures pour qu'on sache ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nos marchés brûlent? Et pour que les femmes ne soient pas anéanties, rappelez tout cela à leur devoir. Voyez-vous, la jeune fille que vous avez interviewée, que nous avons écoutée, l'a dit. Nos sœurs de ces marchés sont de véritables soutiens de famille. Dans ce marasme-là, économique et cette mare de pauvreté, où vous avez dans les familles toutes ces femmes. Elles se retrouvent avec des maris qui n'ont pas de travail. Pas qu'ils ne veulent pas travailler, mais qui n'en ont pas. Ou dont le revenu
est insuffisant pour faire vivre le ménage. Donc, leurs activités là ont l'air de rien, mais c'est de véritables soutiens de famille. Donc, c'est des drames pour les familles. Et mon réflexe, quand je l'ai appris, après avoir fait ce texte, je me suis dit, ben, nos militantes sont dedans. J'ai commencé à appeler. Des femmes fortes que je connais m'ont accueilli avec des pleurs au bout du téléphone. C'est un véritable drame. Et je ne voudrais que personne politise la chose. Je ne voudrais que personne politise la chose. J'ai vu une délégation de femmes allant au nom d'UNIR commencer à dire c'est notre fief, on n'a pas brûlé. Mais j'ai envie de dire qu'ils s'excusent, s'accusent. Non, mais est-ce que c'est pas normal quand même que ces dames-là aillent quand même apporter la compassion Oui, on peut le faire, mais ce n'est pas le lieu de politiser. Qu'est-ce que ça a à voir avec un fief? Qu'est-ce que ça a à voir? Surtout lorsqu'on sait les conditions dans lesquelles les gens gagnent les élections dans ce pays. Bien, cet aspect, on va laisser de côté. Et donc, revenons au drame. Alors, ces sinistres, malheureusement, ces sinistres, malheureusement, se multiplient dans notre pays. Oui. Alors, et une comptabilité, j'allais dire, macabre funeste, dit qu'il y a au moins 5 marchés de grande importance, de grande influence qui ont brûlé en l'espace de 10 ans. Absolument. Et apparemment, on ne tire pas les leçons de et c'est un pan de la société qui est appauvri à chaque fois. Les femmes des marchés de Lomé et de Kara, il y en a parmi elles, beaucoup ne se sont pas relevées. Il y en a qui ont perdu la vie parce que, d'abord, on sait qu'au départ, les mesures de sécurité n'étaient pas là pour faire face à ce genre de désastre. Pourquoi? Est-ce que la sécurité dans un pays, c'est seulement s'assurer que les premiers responsables sont là et que personne ne touche à eux? La sécurité se résume à ça. Nous, on n'a pas droit à la sécurité. Les usagers, les femmes qui vendent dans les marchés, les usagers, ceux qui vont faire leurs achats, eux, on ne peut pas, on n'a pas à se préoccuper de leur sécurité. Ok, maintenant, le sinistre se produit. Mais dans un pays où il y a des responsables, ils prennent leurs responsabilités. Et aujourd'hui, avec le recul, on a vu comment ces premiers incendies ont été traités. On a donné l'impression aux femmes que l'État allait prendre ses responsabilités, qu'on allait les dédommager. Et puis, finalement, c'est au lance-pierre qu'on leur a envoyé quelques centaines de milliers de francs pour des gens qui ont perdu des centaines de millions. Et aujourd'hui, la conséquence, c'est que ces femmes-là, beaucoup d'entre elles ont été incapables de se relever. Oui, madame, si comment accompagner ces commerçantes et commerçants victimes de ce sinistre et qui affirment pour certains d'entre eux avoir contracté des prêts? Simplement dans un pays digne de ce nom. Oui, et je signale que le chef de l'État a reçu une délégation de ces femmes-là hier. Oui, mais cela ne suffit pas. On connaît l'habitude de ceux qui nous gouvernent. On connaît leurs habitudes. Mais on n'a pas reçu les femmes du grand marché de Asigamela. On les a reçus aussi à l'époque. Est-ce que c'est les recevoir qui compte? Ce qu'il faut se dire, c'est que il y a une sorte d'état d'urgence. État d'urgence sociale, état d'urgence économique. Parce que le pays a intérêt à ce que ces femmes-là ne tombent pas, qu'elles se relèvent. Elles sont un soutien important pour l'économie. La preuve, elles payent leurs impôts. Il y en a une
qui m'a dit, oh, madame, c'est seulement la veille là que j'ai payé. Donc, ce sont des centaines de milliers de vies qui sont en jeu. Alors, madame, pour revenir à la sécurité et sur les lieux, dans les marchés, vous savez qu'on déploie la police et il y a même, parfois, même on installe là, des antennes de police au sein des marchés. Apparemment, c'est pas suffisant. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il y a des bouches d'incendie? Est-ce que des mesures sont prises pour qu'on puisse accéder à l'eau? Il n'y a pas de disposition à prendre. Regardez comment le marché lui-même est construit. On a clôturé, c'est tout beau. On a clôturé en dur. Mais quand vous allez à l'intérieur, vous voyez que c'est des tôles. On a vu les débris. Est-ce que c'est acceptable, hein, en 2023? C'est acceptable que dans une cité urbaine, que ces équipements qui sont des équipements publics importants soient dans cet état-là. Mais ce pays, on se demande comment il est construit. Qu'est-ce qui est fait exactement pour construire ce pays en définitive? Qu'est-ce qui est fait avec tout cet argent-là, avec toutes les ressources de ce pays? Nous avons vu la dernière fois que le FMI vient d'accorder encore un prêt de centaines de milliards. Mais attendez, comment ça va être utilisé? Bien, surtout que on demande des contreparties qui n'arrangent pas toujours les Togolais. Et la contrepartie, en l'occurrence, je ne fais pas de la digression, mais il faut le dire, c'est qu'on va encore vendre une des banques, je crois que c'est la dernière, qui soit encore une banque qui appartienne. Voilà, on va maintenant aborder la politique proprement parler. Madame la coordonnatrice, avez-vous le sentiment que la dynamique pour la majorité du peuple fait son trou dans le microcosme politique togolais? Oh, que si. Pourquoi vous posez cette question? Nous ne nous sommes pas trompés en considérant que, et en nous donnant comme vision de porter la voix du peuple et de travailler à ce que la volonté, d'incarner la volonté publique du peuple et de travailler à ce que cette volonté-là soit concrétisée. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Nous revenons de l'intérieur du pays et nous avons rencontré les populations. Oui, on nous dit que vous étiez cette semaine à Nié et à Bafilo. Oui. Alors quel accueil avez-vous reçu? Non seulement à Nié, Bafilo, on a commencé par Nié, ensuite Sotobois et ensuite Bafilo. Mais je dois dire d'abord, avant de parler d'accueil, que il a fallu qu'on soit courageux et qu'on se bataille encore une fois pour que les rencontres que nous avons prévues aient lieu. Pourtant, au départ, nous avons fait les formalités qu'il fallait. Nous avons écrit au ministère de l'administration territoriale. Nous avons échangé beaucoup de courriers. On a voulu avoir le calendrier très précis avec les lieux, l'heure à laquelle nous allons rencontrer les gens, ce qu'on a fait. Mais déjà, à Nié, il y a eu un premier couac. Parce que, eh bien, le préfet n'avait pas l'information. L'information n'avait pas été transmise du ministère. En tout cas, c'est ce que le préfet nous a dit. Et donc, des dispositions ont été prises pour disperser la réunion. Mais finalement, c'est quand même... Il a fallu de 10 heures qu'on négocie, qu'on discute, qu'on se bataille pour dire mais nous sommes conformés à la loi et nous ne voyons pas pourquoi on va nous traiter de la sorte alors que, eh bien, nous on voit sur les médias que le parti au pouvoir,
il mène des activités comme il veut, quand il veut. Et vous imaginez, on a mis 2h30, de 10h à 12h30. Pour discuter. Pour discuter. Et c'est seulement à 12h30 qu'on a commencé notre réunion. Naturellement, eh bien, quand les gens arrivent et voient que il y a des gendarmes et que d'abord ils ont parce que heureusement on leur a dit que nous allions au niveau du commissariat et du préfet. C'est ça qui a fait que ils se sont dit ok, on va pas disperser, mais vous arrêtez la musique, vous arrêtez tout. Et tout le monde attendait. Alors ceux qui venaient et qui n'étaient pas courageux repartaient. Mais heureusement, les plus tenaces sont restés. Et vous avez fait le meeting. Fini à et quel était le message que vous leur avez apporté? Eh bien, le message que nous leur avons apporté, c'était un message très simple. Le moment est venu pour qu'on se réveille encore. Et on a pu constater que dans le cœur de chaque Togolais, de ceux qui disent nous sommes fatigués, eh bien, le désir ardent de l'alternance est resté. Vous savez, on en a rencontré un qui nous dit, mais madame, nous on est fatigués. On est fatigué parce que dans ce pays, dans cette ville à Nié, on nous a battus, on nous a tués et nous ne voulons plus d'histoire. C'est pour ça les meetings et tout ça là. Nous on ne veut plus. Mais vous savez madame, nous avons été chercher nos cartes. Nous avons tous nos cartes d'électeurs. On attend qu'on nous appelle seulement. Qu'on nous appelle et vous verrez. Donc, nous avons échangé avec eux en leur disant, très bien, vous voulez toujours cette alternance-là, vous y tenez, le moment est venu. Le moment est venu, on peut utiliser cette opportunité. Nous irons encore une fois aux élections, mais nous irons autrement. Nous irons autrement de telle sorte que ceux qui ont l'habitude de frauder, qu'ils comprennent que cette fois-ci, c'est tolérance zéro pour la fraude. C'est un devoir de tout citoyen. Et c'est cette sensibilisation que nous allons commencer. Tolérance zéro pour les résultats truqués. On ne laissera plus aucune marge. Bien. Alors, Madame Adjamabo, c'est désormais clair. Les législatives n'auront pas lieu cette année et elles seront organisées au plus tard à la fin du premier trimestre de l'an prochain. Ainsi, on a décidé le gouvernement. Alors, comment avez-vous accueilli cette annonce? Le message, je n'ai pas eu l'occasion de délivrer, de vous dire le deuxième message. On leur a dit de s'apprêter. Voilà la situation dans laquelle ceux qui gouvernent ce pays et qui sont obnubilés par la seule et unique préoccupation qui est de se maintenir au pouvoir. Envers et contre tous, envers et contre les Togolais. Voilà la situation dans laquelle ils nous ont conduits. Ils se sont permis de violer une disposition constitutionnelle qui dit qu'il faut organiser les élections législatives 30 jours avant la fin du mandat de l'Assemblée qui est en cours. Ce qui veut dire qu'on aurait dû organiser ces élections-là au plus tard à la fin du mois de novembre. Mais ça n'a pas été organisé. Et le 31 décembre, le mandat de l'Assemblée prend fin. Mais attendez, on prétend que l'article 52 là, in fine, le même article dit non, les élus restent en place jusqu'à la prise de fonction des nouveaux élus, donc il n'y a pas de problème. Et on appelle à la rescousse des juristes qui se sont comportés comme s'ils n'étaient pas des Togolais. Non mais justement, vous à la DNP, nous avons dit aux populations, tenez-vous prêts.
tenez-vous prêts, parce que à la fin du mandat de cette assemblée, quand on est responsable, on appelle tout le monde au sein de la classe politique, on organise de larges concertations. Mais vous avez plutôt parlé de transition politique. Et non, la transition politique, je suis sûr qu'elle s'imposera au terme des discussions que nous aurons. Parce que le Togo est malade et pendant longtemps, on s'est mis dans une logique de replâtrage. On a pratiqué la politique de l'autruche. On a refusé de voir que aucune de nos institutions ne fonctionne véritablement comme une institution républicaine. On a refusé de voir que, eh bien, les conditions d'organisation des élections n'ont jamais été des conditions transparentes. On a refusé d'écouter les aspirations des Togolais qui disent mais nous voulons choisir librement nos dirigeants, nous voulons l'alternance, nous voulons aller vers la démocratie. Et on se maintient, on gouverne ce pays de manière à priver les Togolais de leurs droits fondamentaux, leurs droits élémentaires. On s'est retrouvé au Togo avec une prison pleine de plus d'une centaine de détenus. On s'est retrouvé au Togo avec un nombre incalculable, je ne peux pas le donner, de Togolais à part entière obligés de se retrouver en exil. Et pendant ce temps, on s'assoit sur les richesses, les Togolais ont du mal à se soigner. Il y a la mue, on vient de décréter la mue. Mais la mue, ça repose sur quoi? Ça repose sur quoi? Est-ce que les structures sanitaires sont en place et sont capables de soigner les maladies? On est en train de les mettre progressivement en place. Ah d'accord. Docteur Lafier, par exemple. Donc en attendant de les mettre en place partout, on décrète la mue. Pour faire semblant qu'on veut, on tient aux soins des enfants. Prenons des Togolais. Prenons l'éducation. Voyez tous ces problèmes qu'il y a. Voyez comment on a traité les enseignants qui ont eu le courage de dire mais non, ça ne peut pas continuer comme ça. Améliorer nos conditions de travail. Ils sont tous au chômage aujourd'hui et on s'en glorifie. Pendant ce temps, pendant qu'on crée et toutes les conditions pour accumuler les frustrations à l'intérieur, eh bien, on se positionne. Oui, madame, on se positionne en faiseur de paix. Pour revenir au report, ça va durer pour revenir au report des législatives. Alors, et cela semble être compris par certaines personnalités, et vous l'avez tout à l'heure effleuré, que l'on pourrait difficilement soupçonner de sympathie pour le pouvoir. Je fais allusion à Maître Atta Messan Zeus à Javon et Maître Degli. Moi, je ne juge les gens qu'aux actes qu'ils posent. Et je considère qu'un Togolais, aujourd'hui, qui aime son pays, qui veut que le pays aille bien, et qui sait très bien que jusqu'à présent, ce qu'on a inventé de mieux, c'est la démocratie, eh bien, aucun Togolais ne peut sortir et tenir ce genre de discours qui a été tenu sans évoquer les problèmes qu'il y a. Vous allez tout à l'heure vous exprimer. On va écouter Maître Degli. On va écouter Maître Degli sur voilà, ce problème-là qui fait débat. Est-ce qu'il faut les députés peuvent rester en place jusqu'à il n'y a aucun problème, voilà. Mais il reste on va écouter, vous allez. D'accord.
Juridiquement parlant, ce que j'ai entendu et qui malheureusement n'est qu'une fuite de l'esprit, c'est qu'il y aura vide constitutionnel. Ce n'est qu'une fuite de l'esprit. Il n'y a jamais dans aucun pays un vide constitutionnel. Il n'y en a pas. Quand les institutions sont arrivées à l'étape finale de leur existence et qu'elles n'ont pas été remplacées avant que la date butoir n'arrive, ces institutions continuent de fonctionner jusqu'à ce que les nouvelles institutions viennent les remplacer. Ça a été toujours comme ça. Histoire de vide constitutionnel, comme si le ciel allait nous tomber sur la tête, c'est une fuite de l'esprit. C'est bien de faire les choses avant que les mandats n'arrivent à expiration. Mais quand ça n'a pas pu être fait, cela ne fait pas tomber le ciel sur la tête des vivants. En tout état de cause au Togo, ce n'est pas ça qui est le plus gros problème. Vous savez, on appelle quelque chose français, vieux français, discussion codlibétique. Ça dit des discussions, même sur le cesse des anges, on peut discuter, mais cela ne va malheureusement rien changer. Oui, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, vous-même, vous avez un peu poussé loin le bouchon? J'ai le sentiment que ce compatriote qui a parlé a injurié les Togolais. J'ai le sentiment qu'il a injurié les Togolais et qu'il a parlé avec une très grande légèreté. Qu'il a oublié que ce pays est gouverné dans le respect des droits fondamentaux des Togolais, dans le refus de respecter la règle qu'on s'est donnée soi-même, et que en conséquence les Togolais souffrent énormément. Oui, le ciel ne lui est pas tombé sur la tête puisque lui ne souffre pas et qu'il ne voit pas autour de lui des Togolais qui souffrent, et par conséquent il ne voit pas la nécessité de faire en sorte que on respecte les lois qu'on s'est données. Il est bon de faire les choses à bonne date. Il a dit où? Oui, mais il a dit que quand on ne le fait pas, eh bien, ça, c'est pas grave. Dire ça dans le contexte du Togo, je ne sais pas si c'est un extraterrestre qu'il est ou s'il est tombé de quelque part, mais pour quelqu'un qui est togolais, qui vit la souffrance quotidienne, le combat quotidien des Togolais, il dit quel droit. La Constitution dit que... Ce qu'il dit là, en droit, c'est discutable. Mais on ne se laissera pas enfermer dans des discussions purement juridiques. Alors, madame... Nous, on parle du concret. On parle du concret. Mais, ils disent... Et ça, c'est le professeur Ajavon qui l'a dit, qui a le principe de la continuité de l'État. Ils sont tous dans la même logique. Oui, la continuité de l'État. Mais à quelles conditions? À quelles conditions? On s'entend, on définit les conditions dans lesquelles cette continuité-là va avoir lieu. Et c'est ce que nous demandons. Maintenant, cette assemblée va rester au-delà du 31 décembre. Pour faire quoi? Elle va voter des lois encore qui vont engager le pays et Maître Deglier aller jusqu'à dire, en croyant ridiculiser, que bon, l'Assemblée va voter des lois. Si on peut contester ces lois-là, on n'a qu'à le faire. J'ai cru avoir entendu quelqu'un, oui, c'est vrai, qui a participé au combat par le passé, mais qui a déposé les armes. Alors, qui a vraiment déposé les armes. En lieu et place d'une transition politique, certains acteurs politiques sont plutôt conviés à des discussions au sein du cadre permanent de concertation CPC qui a tenu sa 13e réunion jeudi dernier. Le rappel de cette rencontre et des travaux du Conseil des ministres de lundi dernier qui a également abordé des questions relatives au prochain scrutin avec Hervé Essay. C'est officiel, les acteurs politiques sont désormais fixés. Les prochaines élections législatives... Nous, à la DMP, nous ne sommes pas dans une logique purement électoraliste. Les élections sont importantes parce que pour l'instant, c'est la voie légale qui est prévue pour en finir enfin avec ce régime-là. Et nous allons l'utiliser. Et l'utiliser autrement que par le passé. Mais ce qui est plus important pour sauver ce pays,
surtout en cette période-là où nous nous trouvons et où on se propose de se réunir, mais commencez par annoncer au peuple que vous avez décidé que les détenus politiques seront libérés. Commencez à obtenir qu'un appel soit lancé pour le retour de nos frères et sœurs exilés. Ils ont le droit de revenir chez eux. Ils sont attachés à leur pays. Et puis, commencez à dire, basta, on vous a entendu. Vous avez besoin de discuter. D'accord. D'accord. Mettons en place un cadre élargi. Un cadre qui soit défini consensuellement. Et c'est ce qu'on fait. Les discussions, les dialogues qui ont toujours eu lieu dans ce pays. Eh bien, ils ont été précédés de discussions sur le cadre. Et ça rassure tout le monde. On met ensemble le cadre. Le CPC, c'est une émanation de la Sénat. Je me rappelle, à l'époque, vous étiez la DMK, on vous a invité, vous avez refusé d'y aller. Mais là, vous pensez que la Sénat, là, que c'est différent du CPC? On veut tromper les gens, mais on utilise les mêmes méthodes. Quand nous avons demandé à ce que on inscrive sur l'agenda le contentieux relatif aux élections présidentielles de 2020 et que nous avons demandé qu'on inscrive la question de la libération des détenus, du retour des réfugiés, et qu'on inscrive les grands dossiers économiques qui font scandale pour qu'on s'assure que désormais nos ressources vont être gérées de telle sorte que on pourra dégager des moyens pour faire face aux responsabilités de l'État dans le domaine social, pour que les Togolais dans ce pays, on ne devrait pas souffrir. On ne devrait pas. On a demandé tout ça. Eh bien, ceux qui sont maîtres du jeu en ont déduit que ces gens-là, ils n'ont pas besoin de discuter. C'est qu'ils ne veulent pas discuter, ils n'ont qu'à rester là. Si c'est ça qu'ils veulent, c'est comme ça que ça s'est passé. Et je vous en prie, ne dites pas comme ils ont l'habitude de le dire, et pour faire croire à l'opinion que c'est nous qui revenons les discussions. Pour revenir aux préparatifs pour les élections, oui. Alors la CENI propose un scrutin couplé. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, nous avons beaucoup de choses à dire. Donc, j'espère que vous avez compris et que ceux qui nous suivent ont compris que nous ne sommes pas dans une logique purement électoraliste et que pour nous, la priorité aujourd'hui là, il faut libérer les gens, faire revenir les réfugiés. Oui, on est d'accord, on a compris votre Maintenant, oui. Je voudrais lever aussi très rapidement une confusion que un journal de la place a pu semer dans la tête des Togolais. C'est, je crois, la dernière parution du Changement, où on voit en page 1 que la DMP est d'accord avec la proposition du CAR pour avoir 117 députés. Oui. Je voulais démentir catégoriquement cette information et dire qu'en aucun moment ce journal n'a approché la DMP pour savoir quelle est la position de la DMP. Lui seul sait d'où il tire ces informations. Alors vous n'êtes pas d'accord avec cette augmentation là de circonscription électorale de députés par conséquent? Le problème, c'est que cette histoire-là, ça a été faussé dès le départ par le régime. Dès le départ, le régime a procédé à un découpage électoral sur mesure pour pouvoir gagner tout le temps les élections. Et de ce fait, il a créé de fortes inégalités entre les Togolais. Donc, il est question maintenant de corriger
ces inégalités. Et justement, pour vous, quels sont les critères qui devraient être déterminants dans le déclenchage électoral? Le critère des critères, il est tiré de ce que ce sont les hommes qu'on gouverne. Ce sont des êtres humains qu'on gouverne. Et donc, ça doit être le critère démographique pour arriver au principe un Togolais, une voix, un Togolais, une voix. Mais c'est un casse-tête. Un casse-tête par la faute du régime. Oui, pourquoi vous dites cela? Parce que il a créé des inégalités entre Togolais et créé ce qu'on peut considérer comme des acquis sur lesquels il a du mal à revenir. Donc, il faut qu'on discute. Mais est-ce qu'on peut ignorer les critères aussi, comme disait certains? On peut tempérer. Oui. On peut tempérer. Oui, mais ça ne doit pas être le critère déterminant. On peut tempérer de telle sorte que, eh bien, le critère géographique. On puisse comprendre, le citoyen ordinaire puisse comprendre que, ok, pour cette localité-là, bon, c'est normal que on lui octroie un siège en plus à cause de sa situation. Mais au-delà des discussions entre au sein de la classe politique, mais ça devrait faire l'objet d'un débat public. Et je vois qu'ils ont raison, les organisations de la société civile qui prennent position, qui font des propositions et qui veulent qu'on les entende. Normalement, il faut aussi un débat public, que nous écoutions les populations pour savoir quoi décider en tant que responsable politique. Rien de tout ça n'est fait. On veut organiser les choses dans la précipitation. Ça veut dire qu'on ne veut rien régler. Pourquoi est-ce que c'est seulement maintenant que on autorise la CENI à proposer un chronogramme? Pourquoi vous dites qu'on autorise la CENI? Maintenant qu'on a violé la disposition constitutionnelle qui veut qu'on organise les élections un mois avant la fin du mandat de l'Assemblée en cours, on autorise la CENI à... Pourquoi vous dites autoriser la CENI? Autoriser la CENI parce que nous avons approché la CENI. Et ce chronogramme, ça fait longtemps que nous le demandons. Dès avril, la DMP a commencé à poser tous ces problèmes-là. Et la CENI nous a dit, bon, qu'elle-même, elle ne sait pas. Hein. Il y aura un recensement électoral. Bon, elle attend. Après le recensement, on va lui dire ce qu'il faut faire. Et c'est une CENI indépendante. Maintenant, c'est seulement maintenant qu'on ouvre le jeu et qu'on dit, on peut mettre un chronogramme. Pourquoi? Qu'est-ce qui a empêché? Qu'est-ce qui a empêché ceux qui s'empressent de dire qu'il n'y a aucun problème? On n'a pas pu organiser les élections à temps. Est-ce qu'ils ne peuvent pas approfondir la réflexion et se demander pourquoi on n'a pas organisé à temps? Pourquoi on n'a pas respecté la disposition constitutionnelle? Quand on est un juriste, on trouve banal de ne pas respecter notre constitution. Pourquoi? Bien, madame, le renouvellement de certaines institutions, notamment celles impliquées dans le processus électoral, fait aussi partie des sujets actuellement en débat au sein de l'opinion. Alors, dites-moi d'abord, que pensez-vous du retard pris dans le renouvellement du mandat de ces institutions-là? Et quelles sont vos propositions pour procéder à leur renouvellement, et particulièrement celles qui sont impliquées dans les élections? C'est des symptômes que nous ne sommes pas encore en démocratie. Je ne veux même pas dire. Ou alors, c'est une démocratie de façade, une démocratie qui est malade. Parce que
ça en fait trop qu'il y ait tous ces indicateurs-là. La CENI, elle a des problèmes. La HAC, elle a des problèmes. La Cour de Constitution, la Cour constitutionnelle, elle a des problèmes. Mais les institutions ont des problèmes. Ça veut dire que on ne comprend même pas la nécessité dans une république d'avoir des institutions qui fonctionnent de manière républicaine et qui régulent la vie publique et politique. On ne le comprend pas. Donc, il y a un problème de fond qui est celui de l'adhésion même au choix démocratique que les Togolais ont fait en votant pour la Constitution de 1992. C'est aussi pour ça que il faut avoir des discussions en profondeur, donner des garanties aux uns et aux autres, comprendre quel est leur problème. Pourquoi une partie des Togolais refuse d'adhérer à la démocratie? De quoi ils ont peur? Qu'on s'explique. Et s'ils ont besoin de garanties, qu'on leur donne des garanties qu'il faut pour libérer enfin l'avenir au Togo. Ce pays, l'avenir de ce pays est hypothéqué. Et on va tenir encore pendant combien de temps? Comme ça, voyez, tout est mort. Nous sommes à l'approche de fêtes de fin d'année. Tout ça est lié avec la situation politique. Aujourd'hui, dans les ménages, les gens ne savent pas comment faire pour faire plaisir aux petits-enfants. Pour que le jour de Noël, considéré comme la fête des enfants, on puisse offrir un repas qui sorte de l'ordinaire. Il y a des centaines de milliers de mères de famille qui se demandent comment faire. Et les opérateurs économiques sont là, les commerçants sont là, la marchandise est là. On ne vend rien. Alors, face à tout ça là, nous allons continuer à jouer à la politique de l'autruche quand on sait de quoi nous sommes malades. C'est pour ça qu'il faut le dire, on ne comprend pas que des gens continuent de jouer à ce jeu-là, à des farces de discussion, tout en sachant que rien n'en sortira. Alors, madame, pour revenir au processus électoral, vous avez, voilà, comme vous le disiez, vous avez effectué une tournée à l'intérieur du pays cette semaine. Alors, quelles sont les prétentions de la DMP quant aux prochaines législatives? Pour nos prétentions, combien de sièges pourriez-vous, espérez-vous, remporter? Merci beaucoup. Nos prétentions, nous ne les avons pas cachées. Nous, dès la création de la DMP, nous avons dit que nous allons nous battre pour que sorte de ces élections une majorité qui va enfin permettre de faire bouger le statu quo, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit les forces de l'opposition qui contrôlent l'Assemblée nationale et qui par conséquent vont être à la tête du gouvernement et qui vont commencer à appliquer le programme qu'ils ont pour ce peuple. Et, eh bien, il s'agira d'une transition. On va remettre les choses en place, répondre aux urgences et commencer à faire en sorte que les Togolais voient les retombées de cette confiance qu'ils ont eu à faire. Très bien. Madame, nous allons observer une pause pour les annonceurs. On revient donc tout à l'heure pour la suite de cet entretien. Pour cette rentrée, tu veux t'équiper et rester connecté? Ça tombe bien! Togocom t'offre 6 mois d'internet gratuit à l'achat de ton nouveau smartphone Hisense 4G au prix de 79 000 francs CFA et 3 mois d'internet gratuit à l'achat de ton smartphone S63 à 49 900 francs CFA en agence et dans les boutiques partenaires. Et oui, tu as bien entendu! 1 giga d'internet gratuit pendant 6 mois à l'achat de ton Hisense 4G et 3 mois d'internet gratuit à l'achat de ton smartphone S63. Alors, n'attends plus,
fais-toi plaisir. Rends-toi vite en agence ou dans ta boutique partenaire Togocom la plus proche pour t'offrir ton nouveau smartphone iSense 4G ou ton S63. 1 giga offert valable 10 jours chaque mois pendant 6 mois pour le iSense et 3 mois pour le S63. Cumulez au moins 1000 francs de rechargement ou achat de forfait chaque mois pour être éligible. Togocom, avancez pour vous, pour tous. Tout le monde a été très sage cette année. Alors pour les fêtes, je nous ai réabonnés à Canal+. Merci papa, on va pouvoir regarder nos émissions préférées. Et moi, toutes mes séries. Les meilleurs films et tous les matchs de Ligue des Champions. Et comme vous avez été très très sage, je vous ai pris tout Canal+ pendant 30 jours. Et ça, c'est un très très beau cadeau. Pour tout réabonnement à votre formule, nous vous offrons 30 jours à tout Canal+ pour profiter de plus de 400 chaînes. Et n'oubliez pas, j'aimerais regarder aussi. C'était sage papa, c'était sage. Offre soumise à condition. Hey, awu no fi nyemba popo kuda olo. Eh, ma fao. La ba ma wi do tam kudo wa gbenchu akale gbososo. Fonu ya ba ya wa man vefe now. Le gbedo da pe yo dan ko de tibe. Newtown, New York. Do ntiti dot pe katutu gbedo da si aso to nya glodi me. Le petit mu ye ve akonu keke wi ni le bla fofo ne le aji. Tanya, enu odo la tro. Awu no fi nyemba katonu wo yi olo. Fi ma ti nyawo ya, so ma de nyawo ya. To ma po alo popo me kuki fofo ya. Eh, evanyu e la ba wo ntinya e tro de bukoko. Ma u gale gbososo to pe nya glodi la pe ma u nya glola gede oji. Ke Simon Olenye, Apostolo Stéphane Kudolo. Ava me le mo pe le jeme ki mo aji. Me titi le Amina kope agbo o. No fi nyemba kan bulu, o tro ga tokoko a. Do je gomo fo. Dili sibe ya senu gomo koko a. Akema yo mo pa me le nomba ya oji. Bla shiki, bla fofo de ke, bla fofo aden, bla de. Bla shiki vo shiki, bla ne vo ato, bla shiki vo ve, bla vo ne. Oyira. J'aimerais qu'Internet me permette d'accéder à plus d'opportunités tout en profitant de mes passions. J'aimerais pouvoir vivre de ma terre sans me déplacer. Je veux pouvoir monter mon affaire tout en m'occupant de ma famille. Je veux mettre toutes les chances de mon côté. Je veux rester proche des miens. Nous sommes plus de 4 millions de vies, d'énergie, de projets et d'espoir. Nous sommes plus de 4 millions d'abonnés qui faisons confiance chaque jour à Togocom. Et chez Togocom, nous travaillons chaque jour pour améliorer votre quotidien et vous offrir le plus grand réseau 4G+ du Togo. Togocom, avancez pour vous, pour tous. Retour au studio pour la suite de cette émission et nous sommes toujours avec la secrétaire générale de la CDPA et coordinatrice de la dynamique pour la majorité du peuple, Madame Kafui Adjamagbo Johnson. Alors Madame, tout à l'heure vous parliez, vous insistez sur la libération des prisonniers, le retour des exilés, etc. Alors vous avez certainement vu les dernières vidéos de Monseigneur Kodjo et qui ont récemment circulé sur les réseaux sociaux. Alors dans la première, on le voit affirmer avoir été mis dehors et dans la seconde, il s'en est pris à certaines personnalités, dont Agoume Kodjo que lui-même il soutenait. Alors qu'en avez-vous pensé? J'en ai éprouvé un sentiment de tristesse. De tristesse pour Monseigneur, qui reste une figure respectable, qui a joué un rôle important dans l'histoire de ce pays. Monseigneur est quelqu'un d'entier. Il croit en ce qu'il fait. Et quand il nous dit « Je ne rentrerai pas au Togo tant que ce régime, bon, je pense que ce n'est pas une question de personne, c'est ce qu'il a voulu dire, sera encore là. » Je pense que nous, Togolais, nous devons recevoir ça comme un message, comme une invite à redoubler d'efforts. Ce qu'il demande, c'est l'alternance. Donc, nous sommes restés à l'intérieur pour que cette alternance-là se produise. Maintenant... Dit comme ça, est-ce que c'est pas trop radical? Bon, chacun dit les choses comme il les ressent. Vous voyez, ça fait combien d'années que nous nous battons pour cette alternance-là? Est-ce qu'il n'est pas temps? Il nous met la pression.
il nous dit organisez-vous pour cette alternance-là. Maintenant, pour le reste, pour sa situation personnelle, je pense que des mesures sont prises. Nous ne devrions pas nous alarmer de sa situation personnelle. Et Dieu veille. Dieu veille. Il a dit, il verra cette alternance. Il a redit. Donc c'est à nous d'y travailler. Et c'est ce à quoi nous nous engageons. Malheureusement, les contraintes sont multiples. Mais nous pensons que nous finirons par y arriver. Alors, dans votre le communiqué dans lequel vous demandez donc le retour des exilés politiques, etc., vous avez aussi fait, et vous avez aussi dit, je cite, vous avez déploré, dénoncé avec ce que vous appelez, comment dire là, déplorer, dénoncer avec véhémence la gestion faite de la situation sécuritaire au nord de notre pays. Alors, que reprochez-vous au gouvernement et comment auriez-vous souhaité le voir gérer cette situation sécuritaire? Ce que nous reprochons, c'est l'opacité. L'opacité dans laquelle cette situation est gérée. On vous dira qu'on ne met pas sur la place publique voilà, la gestion de la sécurité. Mais mettre sur la place publique, ce n'est pas ce que nous demandons. Mais nous sommes quand même concernés. Il s'agit de la sécurité de qui? Des citoyens, des Togolais que nous sommes. Et donc, nous avons le droit à l'information. Il appartient à ceux qui sont aux affaires de savoir comment travailler l'information et nous la donner. Mais on a besoin d'un minimum d'informations. Nous ne savons rien de ce qui se passe. Et nous ne sommes pas au courant. Attendez, il y a des pertes en vie humaine. Et je voudrais m'incliner devant ces membres, la mémoire de ces membres des forces armées qui vont mourir au front. Mais qu'on le sache. Mais est-ce que publier ces chiffres-là, est-ce que ça ne va pas démobiliser, peut-être démoraliser ceux qui sont... Mais pourquoi on le fait ailleurs? Dans les pays avec lesquels on est amis d'ailleurs. Voyez notre problème au Togo. On ne copie jamais ce qui est bien chez nos amis. Au contraire, on veut leur apprendre ce qui est mal. On veut les corrompre avec ce qui est mal. C'est ça que je ne comprends pas. Mais vous ne voyez pas défiler des dépêches, des communiqués du gouvernement burkinabé, et malien, et nigérien sur la situation. Donc, c'est à croire que ces peuples-là, nos frères et sœurs de ces pays sont plus mûrs que nous. Nous, on nous traite comme des moins que rien. Des gens qui ne comprennent rien, qui ne comprendront rien. Taisez-vous, on fait pour vous, on gère pour vous. C'est comme ça qu'on nous traite. Alors que nous avons des choses à dire. C'est en notre nom que tout est fait. Et le plus grave, c'est que quand ça va s'aggraver, eh bien, c'est nous tous. C'est nous tous qui allons subir. Alors pourquoi? Pourquoi se comporter comme si nous n'étions pas concernés, comme si ce n'était pas notre affaire? C'est aussi notre affaire, la sécurité. Voilà. Alors, madame, au cours de des meetings que vous avez organisés ces derniers jours à l'intérieur du pays, vous avez aussi abordé, si je me réfère peut-être au communiqué, à la corruption. Vous avez abordé aussi le thème de la corruption. Et vous savez, au Togo, pour lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics, on a mis en place à Plusia, et qui tout récemment a déclaré que des gens sont en train de rembourser voilà, ce qu'ils ont pris délicatement. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Vous voyez, je voulais dire encore autre chose sur la gestion de la sécurité. Nous nous y intéressons parce que nos frères et sœurs souffrent là-bas aussi, les populations. Et que justement des fonds énormes sont débloqués pour répondre aux urgences sociales, s'assurer qu'ils sont dans de bonnes conditions. Mais même pour ça,
On n'a pas le droit de savoir. Ils n'ont pas le droit de nous rendre compte. Mais ça qui nous montre que ces fonds sont bien gérés. C'est là où nous faisons le lien avec la Halpucia. Pour dire que ce régime a décidément une drôle manière de concevoir la gouvernance. Mais d'abord, vous êtes une institution de lutte contre la corruption. Vous ne donnez pas priorité à la dénonciation et à la poursuite des auteurs de détournement, de ceux qui pratiquent cette corruption. Vous attaquez aux plus petits, les gros poissons là, vous les laissez passer au travers du filet, et le menu fretin, vous vous acharnez à vouloir éduquer le petit Togolais qui pratique la corruption sans en avoir conscience, parce qu'il a besoin de joindre les deux bouts à la fin du mois. C'est sur lui que vous vous acharnez. Vous avez fait ça pendant longtemps et vous continuez de le faire. Et puis tout d'un coup, on vous entend dire que non, il y a eu des gens qui ont détourné des fonds et qui commencent à rembourser. Attendez, on est où? Ils ont détourné quand? En quelles circonstances? Ça ne nous intéresse pas. Mais pourquoi voulez-vous que nous vous fassions confiance? Les Togolais sont fondés à dire que c'est du bluff. C'est du bluff. C'est comme ça qu'on gouverne un pays. C'est comme ça qu'une institution de ce genre-là doit fonctionner conformément à son obligation de redevabilité. Est-ce que ce n'est pas déjà un pas que d'arriver quand même à reprendre Non, ce n'est pas un pas du tout. Je suis désolé. Avant de considérer que c'est un pas, il faut que cette institution-là même nous prouve qu'elle dit la vérité. Et donc, qu'elle nous dise de quoi il s'agit exactement. Est-ce que c'est des gens qui ont été convaincus en justice de corruption? Est-ce que c'est? Ils ont opté pour quelle méthode? C'est ce mandat-là qui leur permet d'aller vers les gens et de dire tu as détourné de l'argent, il faut rembourser. C'est comme ça qu'on leur a dit de travailler? Non, mais quand même, c'est ridicule. C'est ridicule. Alors, la suite de ce dans un instant. Regardez à côté ici, au Bénin, on a mis en place une cour qui lutte contre la corruption, qui fait les choses dans la transparence. On vous annonce que telle personne-là, eh bien, va comparaître devant la cour pour tel fait. On les juge. Et tout le monde voit. On ne peut pas voir ce qui se passe à côté, dans les pays où ça marche bien. Où justement, oui, ce chef d'État-là a dit que c'est avec cet argent-là qu'il empêche les gens de détourner. C'est avec ça qu'il construit le pays. Et il construit le pays. Eh bien, madame, nous allons observer encore une petite pause là, le temps pour Hervé essayer de nous rafraîchir encore une fois la mémoire avec d'autres sujets de l'actualité nationale de cette semaine. Semaine très studieuse pour le gouvernement qui a tenu un deuxième conseil des ministres mercredi après celui de lundi. Les travaux du second conseil des ministres de la semaine se sont soldés par l'adoption du projet de loi portant statut général de la fonction publique. Ce projet de loi a pour ambition de corriger les insuffisances et faiblesses relevées dans le statut général de la fonction publique actuellement en vigueur dans le pays. Au final, il s'agit d'avoir une fonction publique dite de mission, moderne et performante. Le conseil des ministres a par la même occasion adopté le décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Fonds national pour le développement du sport. L'information a tourné en boucle dans les médias et fait les choux gras des réseaux sociaux cette semaine. Le chef de l'église catholique, le pape François, a autorisé la bénédiction dite hors liturgie des couples homosexuels. Cette annonce est source de nombreuses interrogations, inquiétudes et aussi de réprobation jusque dans les rangs des prêtres et fidèles de cette église. Réagissant à cette situation, la conférence des évêques du Togo CET a fait une mise au point dont le but est de dissiper ces inquiétudes. Révérend
Jean-Pierre Segbeji, porte-parole de la CET. La déclaration est loin d'être une approbation ou une validation sacramentelle des unions entre les personnes de même sexe. Elle n'est nullement une remise en cause de l'enseignement de l'Église sur le mariage. Selon la Bible et l'enseignement de l'Église, l'homosexualité qui désigne la relation entre des hommes ou des femmes qui éprouvent une attirance sexuelle exclusive ou prédominante envers les personnes de même sexe est présentée comme une dépravation grave, intrinsèquement désordonnée, parce qu'elle est contraire à la loi naturelle, ferme l'acte sexuel au don de la vie, elle ne saurait recevoir d'approbation en aucun cas. L'Agence nationale de la cybersécurité ANSSI veut impliquer les médias dans la lutte contre les cyberattaques qui se multiplieraient en fin d'année à la faveur des fêtes. C'est dans cette optique qu'elle a organisé mardi à Lomé une réunion de sensibilisation et de formation des professionnels des médias sur la cybersécurité, les enjeux de la cybersécurité ainsi que les meilleures pratiques pour renforcer la sécurité des données et garantir l'intégrité de l'information était la principale thématique à l'agenda de cette journée de formation. Commandant Bota Gwaliba, directeur général de l'ANSSI. Nous avons voulu cette séance de sensibilisation en cette période parce que nous avons remarqué qu'à chaque fois que nous approchons de cette période de fin d'année, il y a énormément d'astuces, d'arnaques et d'escroqueries qui pullulent sur Internet, notamment des faux sites de promotion. Vous voyez des gens qui créent des faux sites pour dire que Ramco ou bien Champion fait des promotions et naïvement certains de nos compatriotes tombent dans ces pièges. Et donc on a au cours de cette séance de sensibilisation montré les différentes techniques, les différentes astuces que ces cybercriminels utilisent en créant ces faux liens. Bien, madame, la nouvelle s'est répandue cette semaine comme une traînée de poudre. Le chef de l'Église catholique, le pape François, autorise désormais les prêtres à bénir hors liturgie les couples homosexuels. Alors c'est véritablement un véritable tremblement de terre qui a secoué beaucoup de personnes, et jusque dans les rangs des prêtres et des fidèles catholiques, et dont certains n'ont pas hésité à marquer publiquement leur désapprobation. Alors, sauf que les évêques du Togo demandent aux prêtres de ne pas le faire. Alors, comment avez-vous reçu cette nouvelle? Il n'y a pas que les évêques du Togo qui demandent comme nous sommes Togo, aux fidèles, aux prêtres de ne pas le faire. Je pense que cette polémique-là au sein de l'Église, il faudra y trouver très rapidement un terme. Parce que moi je comprends les églises africaines qui ont cette réaction. Je ne qualifierais pas ça de rébellion, mais je crois que c'est lié au fait que l'homosexualité touche à quelque chose de culturel, touche à ce qui peut être considéré par une communauté comme étant moral ou immoral. Et le problème se pose même sur le plan des droits humains. Moi, je me définis, tout en étant politique, je me définis aussi comme une défenseur des droits humains et notamment des droits humains des femmes. Et nous rencontrons ce problème actuellement où la tendance est de dire acceptons c'est une question d'orientation sexuelle, on les comprend, les gens, on peut pas les rejeter, etc. Ils ont le droit de choisir l'orientation qu'ils veulent, ok? Sauf que on ne peut pas nous obliger à soutenir activement. C'est vrai que il ne faut pas les brimer parce que ils ont fait ce choix-là. Non. Mais on ne doit pas l'imposer à tout le monde non plus. Par exemple, nous, quand vous savez qu'on va chercher des fonds pour réaliser des projets. La tendance maintenant, c'est de nous dire, vous devez intégrer les LGBTQ parce que c'est une minorité qui est opprimée et tout. Et nous disons, voyez-vous, en Afrique,
nous avons de graves problèmes. La majorité des femmes vivent dans la pauvreté et on doit les relever. Et pour nous, la priorité, c'est ça. Ce n'est pas travailler avec les homosexuels ou travailler avec les lesbiennes. Donc, quand on transpose ça sur le plan de l'Église, où on sait que l'Église, c'est une autorité morale, c'est la gardienne des valeurs de moralité et tout, il faut dire qu'on a du mal à comprendre la décision du Saint-Père. C'est vrai que Jésus, lors de son passage sur cette terre, n'a pas jeté la pierre aux pécheurs, mais il était dans une posture de les amener à se convertir. Jésus a dit, le péché, c'est le péché qu'il faut détester, qu'il faut rejeter, mais pas le pécheur. Mais tel que ces orientations sont données par le Saint-Père, on a comme l'impression que on veut banaliser peut-être. On veut banaliser la chose, et il y a véritablement un problème culturel en Afrique. Ce n'est pas acceptable. Espérons que la solution sera trouvée rapidement pour qu'il n'y ait pas un schisme tout à fait. de l'Église catholique en Afrique. Mais il faut rappeler que même en Occident et au Vatican même, il y a des oppositions, des résistances. Et donc, prions. Alors, en tant que chrétiens catholiques, notre devoir, c'est de prier pour que ce problème-là soit. Nous sommes à la fin de l'année, et pour vous, quels sont les événements qui ont marqué la vie politique du Togo cette année, en bien comme en mal? Qu'est-ce que vous deviez retenir un ou des événements? Qu'est-ce que vous diriez? Moi, je retiendrai que cette année, encore au Togo, nous avons fait du surplace. On a l'impression qu'on a perdu l'année, de manière générale. Les choses n'ont pas évolué dans le sens du renforcement de la démocratie au Togo. Je retiendrai aussi que c'est l'année où les Togolais ont été choqués par un certain nombre de dossiers scandaleux, notamment le dossier du Covid, des fonds Covid. Pour la première fois, on a été agréablement surpris de voir qu'une institution de l'État a fonctionné. C'est la Cour des comptes, a fait son travail et a révélé qu'il y a eu des trous, il y a eu des malversations, une mauvaise gestion. Mais nous retiendrons le choc que les Togolais ont reçu toujours dans ce dossier en voyant notre Assemblée générale applaudir, Assemblée nationale, applaudir et dire vous avez bien géré, il n'y a aucun problème. Et c'est la même assemblée qui ça a été fait en mai, il me semble, ou en juin. Et c'est la même assemblée qui, presque à la fin de son mandat, se reprend, met une commission d'enquête en place, et puis la commission fait son travail, il paraît, mais jusqu'à présent, on ne sait même plus quelle est la suite du dossier. Bien. On espère. On espère qu'elle va conclure ça au moins avant de partir. Comme est toujours en place. Il ne faut pas qu'elle se dise on est là après le 31 décembre. Mais après le 31 décembre, le mandat que les Togolais vous ont donné en participant à ces élections-là, ce mandat est périmé. Bien, madame, maintenant. Là, vous êtes juste. Pour déterminer. Oui, vous pouvez faire votre choix de l'année au Togo. Eh bien, c'est distingué de si moi je voudrais distinguer, je dois distinguer une personnalité pour l'année 2023 qui s'est distingué en bien. Écoutez, pour encourager la liberté de presse et pour encourager tous ceux qui font des efforts et qui subissent
chaque jour que Dieu fait la pression de ce régime, qui prennent des risques, je nommerai personnalité de l'année Ferdinand Aïté. Eh bien, alors c'est la période des vœux. Et quels sont les vœux de la DMP pour le peuple togolais? D'abord, je souhaite que malgré tout, que nous ayons la joie profonde, cette joie du cœur, qui vient aussi de l'espérance que nous avons, que nous sommes fils de Dieu et que ce Dieu chemine avec nous. Et de l'espérance que nous avons que Dieu ne nous a pas fait au Togo pour souffrir indéfiniment, pour être opprimés indéfiniment, mais que si nous nous y mettons, en travaillant et en priant, nous allons sortir de cette situation. Le Togo de demain, celui que nous voulons, il sera meilleur. Donc, je souhaite à mes chers compatriotes, à mes frères et sœurs togolais, de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je leur souhaite d'entrer dans la nouvelle année en pleine santé, parce que c'est un bien capital. Je prie le bon Dieu pour qu'il nous donne tous la santé, qu'il nous donne la détermination de nous battre, parce qu'il y a un combat à mener en 2024. Les choses bougent ailleurs, elles doivent bouger au Togo, et elles bougeront. Bien, madame, bientôt, le chef de l'État va adresser ses vœux à la nation. Que souhaitez-vous qu'il dise au peuple togolais? Vous le devinez, n'est-ce pas? Vous le devinez, ne serait-ce que par humanisme, qu'ils disent, je viens de donner des instructions pour que tous les détenus regagnent leur famille. Il apportera ainsi beaucoup de joie à ces familles qui sont touchées directement par la situation des détenus, mais aussi à tous les Togolais qui y verront un signe d'apaisement, un signe de ce que, dans sa nouvelle vocation à construire la paix dans la sous-région, eh bien, il a compris qu'il doit la construire chez lui aussi, et qu'il fera tout désormais pour que les Togolais puissent vraiment choisir leurs dirigeants, et qu'il acceptera s'il n'est pas choisi. Si ces candidats ne sont pas choisis, il ne fera rien pour entraver le choix des Togolais. Voilà ce dont je rêve, et ce n'est pas impossible, et qu'il appelle tous ses frères et sœurs qui sont hors du Togo, qu'il appelle notre patriarche et qu'il lui dise, revenez, revenez, nous construirons ensemble la paix et nous construirons le Togo que nous voulons. Voilà. Voilà, avant de clore cette émission, un mot rapidement de l'actualité internationale. Voici le rappel de deux sujets avec Anani Vidjirakou. Élection générale en RDC, 44 millions d'électeurs congolais étaient aux urnes mercredi et jeudi pour élire un nouveau président, les députés nationaux et provinciaux ainsi que les conseils municipaux. Le président Félix Tshisekedi, président sortant, est candidat à sa propre succession. Il était face à 18 autres candidats, dont les opposants Moïse Kachumbi, Martin Fayolo et Denis Mukwege. Après 2 jours de vote, la commission électorale a démarré la publication progressive des résultats vendredi avec pour objectif de connaître le nom du vainqueur avant
avant la fin de l'année. Le président béninois Patrice Talon envisage de normaliser les relations de son pays avec le Niger. Il a exprimé cette volonté jeudi dans son discours sur l'état de la nation devant les députés. En plus du Niger, Talon compte rapidement renouer les relations avec les autres pays où les coups d'État sont intervenus dans la sous-région. Et puis drame, cette semaine en Guinée, l'explosion d'un dépôt d'hydrocarbures du port de Conakry lundi a fait au moins 13 morts et 178 blessés. Une enquête a été ouverte par les autorités guinéennes et 3 jours de deuil national ont été décrétés par le colonel Mamadou Doumbouya, président de la transition guinéenne. Bien, Madame la coordinatrice, le président Talon, voilà, est en train de réviser un peu sa position vis-à-vis des pays qui sont en transition en ce moment. Et qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, j'ai envie de dire il était temps. Il était temps parce que, honnêtement, c'est la fausse note que les Africains ont relevée dans sa gouvernance. C'est quelqu'un qui, arrivé au pouvoir, a montré que, avec la volonté politique, on peut vraiment développer nos pays. Ces initiatives, vous savez, c'est tout récemment que j'ai encore eu l'occasion d'aller au Bénin parce que je ne suis pas libre de me déplacer comme je veux. Vous n'étiez pas libre. Et quand non, je ne suis toujours pas libre puisque à chaque sortie, je dois écrire et demander une autorisation et attendre qu'on me l'accorde, que le juge d'instruction, le doyen des juges, prenne une ordonnance d'autorisation de sortie avec laquelle je peux voyager. Et donc, j'avoue que quand j'ai revu Cotonou, j'ai revu Boïcon, la dernière fois, je suis allé travailler pendant une semaine à Boïcon. Après plus de 2 années, presque 3 ans, j'en revenais pas. J'en revenais pas. Et honnêtement, il faut soutenir ce choix-là qu'il a fait. Mais alors, il a déçu complètement dans cette affaire-là du Niger, où il s'est apparemment laissé entraîner, embobiner par certains de ses pairs qui sont au service d'intérêts étrangers. Et nous disons vraiment, il est temps. Il est temps qu'il se reprenne. C'est la preuve qu'il a compris. Il a compris que ses concitoyens désapprouvent ce choix. Vous ne trouverez aucun Béninois qui vous dira on est d'accord avec ce qu'il a fait. Et il est heureux. Alors un dernier mot rapidement sur peut-être le PDCI qui est un nouveau président ou bien les élections générales en RDC. Bravo, le PDCI, on dit bravo parce qu'on a eu peur quand il y a eu cette suspension-là du Congrès, mais apparemment, bon, le Congrès a tout de même eu lieu, le PDCI a un nouveau président qui, même s'il n'a pas toujours été actif, a toujours eu des liens de ce côté-là. Eh bien, on lui souhaite bon vent. On espère que ensemble avec les autres acteurs politiques, ils sauront relever les défis auxquels la Côte d'Ivoire fait face aussi, parce que c'est aussi une démocratie pour laquelle il faut craindre. Et nous souhaitons que les peuples frères de la Côte d'Ivoire, tout comme les autres peuples, consolident la démocratie. Voilà. Bien, merci madame. Nous voici au terme donc de cet entretien avec la secrétaire générale de la CDPA et coordinatrice de la DMP, Brigitte Kafui Adjamago Johnson, à qui je renouvelle ma gratitude pour avoir accepté d'être avec nous ce matin. Alors, mes remerciements à vous aussi, auditrices et auditeurs de Victoire FM. Hervé Essay, Anani Vidjirakou, Haïté Messan, qui a assuré la mise en onde de cette émission, ainsi que Amjoy Ala, qui
qui était chargé de sa coordination digitale, se joignent à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël. Je rappelle que cette émission est rediffusée le dimanche à partir de 11h. Allez, au revoir et bon week-end à toutes et à tous.